bougeotte, quoi. J'ai toujours eu un problème à me consacrer à un seul truc à la fois. J'ai toujours voulu avoir plusieurs vies en même temps. On attire un nouveau public de coach. Ces gamins de 21 ans qui ont découvert la muscule dans le meilleur des cas il y a 2 ans et qui d'un seul coup viennent enseigner une discipline dans laquelle ils ne sont pas encore experts. C'est une anomalie. Steve Jobs disait que les gens ne savent pas ce qu'il leur faut avant qu'on leur mette entre les mains. Peut-être qu'il y a quelque chose à inventer, un autre chemin, où finalement on aborderait l'activité physique autrement que par le prisme sportif de la performance ou de l'optimisation esthétique. Aujourd'hui, on reçoit Aurélien Brossal-Derval pour parler ensemble de l'avenir du marché sportif en France. Si vous ne connaissez pas encore Aurélien, c'est aujourd'hui une figure d'autorité du coaching, en général dans notre domaine. Il a écrit plus de 10 livres sur l'entraînement et la préparation physique, et il a pu entraîner des athlètes internationaux et des équipes internationales également. Dans cet épisode, on parle de l'avenir de notre marché sportif, de l'esport, du sport santé, comment passer de coach à chef d'entreprise et ouvrir sa propre salle de sport, le futur de la santé et la place du sport dans l'éducation. Alors si vous vous intéressez de près ou de loin au marché du sport, restez bien avec nous. Avant de te présenter, première question rapidement. Donc tu parles à, j'imagine, des centaines de futurs coachs sportifs en formation, avec du coup les 14 villes dans lesquelles tu formes des futurs coachs. Ouais. Moi, je me souviens, quand j'étais en formation, il y a beaucoup de coachs sportifs qui disent « Mon rêve, c'est d'ouvrir ma propre salle de sport, mon propre espace dans lequel je peux coacher comme je veux, etc. » Déjà, c'est sympa. C'est sympa. C'est un beau rêve et ça fait plaisir d'entendre ça en France parce que moi, quand je me suis formé initialement, le rêve, c'était de devenir prof de PS. Et à l'époque, tous les gamins voulaient devenir fonctionnaires, en fait. C'était quelle année ? Et ben, c'était au tout début des années 2000. T'es passé par STAPS, du coup ? Moi, je suis passé par STAPS, mais j'ai tout passé. Moi, j'ai fait aussi, tu sais, moi, j'ai passé mon BE à l'époque, je l'ai passé en première. J'ai passé sur dérogation. Okay. Donc, en vrai, j'ai les 2 parcours, moi, jeunesse et sport et universitaire. Parce que donc... j'ai l'impression que ce désir d'être prof de PS, c'était plutôt ceux qui passaient par STAPS. Aujourd'hui, ceux qui font le BPGEPS, c'est pas possible. Puis tu vois, je sais pas si c'est encore autant le cas pour ceux qui faisaient ces parcours jeunesse et sport. Ouais, mais je pense que c'est un peu transversal dans la société. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté, et reconnaissons ça à la Gen Z, qui se fait quand même beaucoup critiquer, par moi y compris d'ailleurs, sur plein de choses. C'est une génération quand même, par contre, de plus enclin à entreprendre et à pas s'enliser dans de la sécurité au profit, au déficit en tout cas du risque et de la prise d'avant, tu vois, du goût de l'aventure, quoi. Donc ça, c'est quand même sympa d'entendre ça, de se dire le rêve, c'est d'ouvrir son studio. Ouais. Bon, c'est le rêve. Après, il faut le mettre en œuvre. Et c'était la suite de ta question, je crois. Ouais, c'est ça. Et c'est donc moi, j'en ai entendu beaucoup dire ouais, je vais ouvrir mon propre centre, etc. Il y en a très très peu qui le font. Pour toi, c'est quoi ce qui manque à ces coachs qui rêveraient d'ouvrir leur propre structure ? Mais en fait, pourquoi ils le font pas ? Toi, tu as ouvert ton propre centre, tu vois, on va faire le lien ensuite. Alors, je pense qu'il y a plein de raisons. La première, c'est pour moi la plus évidente, c'est que ce n'est pas le même métier. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu vas découvrir un autre métier beaucoup plus administratif, beaucoup plus gestionnaire, beaucoup plus marketing aussi, sur lequel tu n'es probablement pas formé. C'est en train de changer avec les CQP, puisqu'on a des gens qui amènent beaucoup plus de seniorité, qui viennent en général sur une deuxième intention de carrière, donc qui sont en reconversion, qui parfois viennent carrément du marketing ou du business. Donc eux, ils ont déjà fait un business plan, ils savent lire un budget prévisionnel, ils savent lire un bilan, ils ont déjà payé plein d'impôts, ils ont peut-être déjà monté des business, parfois réussi, parfois échoué. Donc ils ont déjà une culture de ça. Et en plus de ça, les nouvelles formations CQP prévoient un petit module marketing et d'initiation quand même à la gestion d'entreprise et aux différents statuts. Donc il y a ce premier problème fondamental qui était que le BPGEPS, sur son ancienne version, on attend de voir la nouvelle, mais ne préparait pas du tout les gens à ça. Il préparait les gens à venir faire un face-à-face pédagogique d'1 heure avec un client ou un groupe de clients. Point. Donc c'est vrai qu'entre l'intention de monter une boîte, et toi tu sais, puisque tu es entrepreneur depuis toujours, et passer de « je suis coach sportif et très bon à ce que je fais, c'est pas le sujet », à chef d'entreprise, même si c'est une entreprise d'une personne, tu vas avoir à faire un bilan comptable, tu vas avoir à faire un peu de marketing, tu vas avoir à faire... Donc tout ça peut te stopper le projet dans l'œuf parce que tu n'es pas armé tout simplement, et puis d'un seul coup tu découvres qu'entre l'idée et la mise en œuvre c'est compliqué. Ouais, moi ce que je vois notamment pour ouvrir un centre, c'est qu'il y a aussi une grosse barrière à l'entrée qu'on n'a pas par exemple si on veut juste lancer son activité en ligne, ou tu vois, demain je veux trouver des clients, je peux créer un compte Instagram, ça coûte 0€, ça prend 5 minutes, alors que si je veux trouver un local, faut faire la recherche, savoir quel loyer, ce que je peux faire, etc.
monter un business plan que je vais présenter à la banque, faire un prévisionnel, etc., il faut avoir de l'apport. Tu vois, donc il y a une vraie barrière à l'entrée aussi. J'ai l'impression auquel les coachs sont pas il y a préparés. un coût d'entrée qui est de plus en plus élevé. C'est vrai que les banques sont plus frileuses. Il faut aujourd'hui présenter un vrai projet et pitcher ce projet, même si c'est face modestement au banquier familial habituel auquel on a affaire, etc. Il va falloir le porter. Et puis quand ça devient concret, faut sauter, il faut y aller. Et donc, quand en face, et ça c'est un peu la deuxième raison, quand en face, il y a un business qui est très accessible, comme tu dis, alors soit de vendre des programmes en ligne sur Internet, parce que peut-être qu'ils ont déjà une communauté Instagram depuis le lycée ou depuis le collège, encore que ça, c'est difficile aussi, c'est d'autres réflexes d'entrepreneurs ou de marketeurs. De l'autre côté, tu as peut-être simplement le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, moi je suis parisien, désolé, je prends des exemples que je connais, mais où c'est gratuit, ça y est, tu as tes 10 premiers clients, c'est parti. Que tu as effectivement le modèle de développement un peu à la hawaïande que tu connais bien, que les gens connaissent, j'imagine, s'ils nous écoutent régulièrement, où on peut, avec moins de risques, sous-louer, je ne sais pas comment on dit, un espace partagé qui existe déjà, avec déjà une clientèle, etc. Je pense que cette alternative-là attire beaucoup de gens, parce que à un moment donné, on se dit, wow, est-ce que vraiment je prends tous ces risques, ou est-ce que je me lance, on verra bien sur un truc tout de suite, et comme en plus les meilleurs y arrivent en faisant ça, ils continuent. Les moins bons quittent le métier, tout simplement. Et du coup, entre les deux, si on veut monter des business, ça répond à une plus petite partie des profils de coach, effectivement. Et justement, toi, quand du coup, t'es devenu... tu as commencé par la prépa physique Ouais, moi, je viens vraiment de la performance à la base, même si j'ai une culture... fitness aussi, puisque je faisais beaucoup de vulgarisation, tu sais, dans les magazines, dans le monde du muscle, salut les vieux, dans les bouquins, et puis maintenant, évidemment, sur la vidéo, sur les réseaux et des podcasts. Mais aussi parce que familialement, il y avait une salle de fitness dans l'équation, que moi, derrière, j'en ai repris 2, il m'en reste une aujourd'hui sur laquelle je ne suis pas très concentré, mais qui fait encore du fitness. Donc, en réalité, j'ai toujours eu cette ligne directrice fitness, mais j'ai toujours formé, puisque j'étais directeur des formations à la Fédé d'haltéro-muscu. Donc, dès le départ, j'étais dans les commissions paritaires d'écriture des BPGEPS, j'étais jury d'examen depuis 20 ans sur les BE, puis les BP AG2F, puis les BPAF, puis le futur BP et les CQP. Donc, évidemment, j'ai été toujours très présent sur ce pan-là de l'industrie, que je connais très bien. Ouais, carrément. Et... justement, pour en revenir à... Ok, quand tu as démarré, donc tu me disais familialement une salle de fitness, mais comment tu es passé de préparateur physique ou coach à chef d'entreprise ? Comment tu es passé de je veux coacher des gens, aider de la performance, à maintenant je vais passer chef d'entreprise ? Comme tu dis, c'est pas le même métier. Ouais. Bon, moi, je pense un peu un cas un peu à part. J'ai la bougeotte, quoi. J'ai toujours eu un problème à me consacrer à un seul truc à la fois, tu vois. Mais ça a toujours été le cas. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai passé mon tronc commun, j'avais 16 ans, et je passais mon bac français en même temps. Le tronc commun, c'était avant l'époque du BE. On faisait d'abord le tronc commun à tous les BE, et ensuite la spécialité. Ensuite, j'ai passé 2 masters en même temps. J'ai passé le concours de l'agrég et du professorat de sport en même temps. J'ai monté mes boîtes en même temps que j'écrivais un livre et que je faisais de la haute performance. Donc, j'ai toujours voulu avoir plusieurs vies en même temps. Voilà, c'est un trait de personnalité à tort ou à raison, parce que du coup, sûrement certains projets que j'ai pas poussés jusqu'au bout, auxquels j'ai pas donné toute l'attention qu'ils auraient mérité. Mais le résultat des comptes, c'est qu'effectivement, dès le départ, moi, j'ai été à la fois fonctionnaire, puisque je suis cadre du ministère des Sports en tant que prof de sport, et à la fois chef d'entreprise, puisque je gérais mes salles, j'ai monté des éditions il y a des années de ça. Donc j'ai toujours eu cette double vie et cette double appétence, peut-être un peu culturelle aussi, parce que mes parents étaient commerçants, ils avaient une salle de sport, le Cercle Tissier. Ok, fonctionnaire et entrepreneur en même temps, les deux extrêmes. J'ai eu tous les statuts, moi. Il me manque plus que retraité. Ok, bientôt. J'espère vivre assez longtemps. Il va falloir être patient sur notre génération. Ce sera peut-être 80 ans. Je sais pas. Est-ce que tu pourrais du coup rapidement nous retracer ton parcours en fait du moment où tu es devenu préparateur physique jusqu'à aujourd'hui, où là du coup tu m'expliquais que en off tu me parlais que tu étais consacré à 100% dans les formations que tu donnes pour les futurs coachs sportifs. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Je vais essayer de faire court. Alors, dans les grandes lignes, effectivement, moi,
haute performance. Je passe par différentes cases internationales. J'accompagne les programmes de performance britanniques, puis russes, évidemment français, sur des disciplines comme le judo, le volley. J'accompagne le sport pro aussi pendant des années, le golf et le sport auto. Donc toute une première partie de carrière où ce qui me fait vivre, c'est quand même le conseil en performance, la prépa physique. Puis après, il y a une phase un peu transitionnelle où je passe sur un peu plus de l'exécutif en fédération, où malgré tout, je me retrouve sur des postes de direction, quoi, DTN adjoint, sur la performance dans un premier temps, puis sur la formation et le développement. Donc là, j'apprends cet univers de la formation. Et c'est en parallèle de ça que je développe un certain nombre de business, dont effectivement salle de sport, on pourra en reparler, dont les éditions Fort Trainer, que j'ai cofondé avec les amis du CRES de Bordeaux, et dans lesquels je suis encore très actif. Il y a maintenant 6-7 ans, je commence à accentuer mes missions de formation en créant ABD Formation, mon organisme. Je n'ai pas encore d'agenda précis dessus. Il y a encore des choses que je veux faire et accomplir. Et je ne me vois pas encore faire que de la formation. Mais ce que je sais à ce moment-là, c'est que la haute performance, la performance en général d'ailleurs, que ce soit entrepreneuriale ou physique, humaine, elle est liée, elle n'est pas scientifique, elle n'est pas... quand on parle de gagner une médaille olympique, pour moi, si tu veux bien comprendre comment fonctionne la mitochondrie ou faire du statodynamique plutôt que de l'haltérophilie, ça, c'est l'épaisseur du trait. Ce qui va faire la différence dans la couleur du métal, c'est le feu sacré. Et si ce feu sacré se tarit, il faut le transmettre. Parce que c'est une responsabilité trop lourde à porter. C'est pas toi qui perds à la fin, c'est ton athlète. Et donc, je savais que ce feu sacré, moi, il était ardent. Il était vraiment très puissant. Je pense que c'était sans doute ma plus grande force. C'était quoi ce qui nourrissait ce feu sacré à ce moment-là pour toi ? Une passion dévorante pour la performance et pour l'optimisation de l'être humain. Ça devient d'où cette passion sur la performance ? Je sais pas trop. Une culture, une éducation, je pense. Et puis, j'ai toujours eu ça en moi. Essayer d'aider un système à vraiment performer, tu vois, vraiment hacker le truc pour que ça gagne, tu vois. Et je savais qu'il était trop ardent pour que ça dure toute la vie, ça. Tu vois. Et donc, vers 40 ans, j'ai senti que ça faiblissait. Et donc, c'est le moment où j'ai vraiment opéré une transition progressive vers autre chose et où j'ai formé des gens, des anciens athlètes en général, à qui j'ai transmis le feu. Maintenant, c'est eux qui le portent. Et donc, j'ai décidé d'arrêter de coacher vraiment face à face les athlètes. Donc, je continue à faire un peu de conseils, à les accompagner quand ils ont une question. Voilà, il y a encore plein d'athlètes qui, évidemment, grenouillent autour de moi, mais plus en face à face quotidien, plus en déplacement, plus en gardien de ce feu sacré, tu vois. Je l'ai transmis. Et donc, naturellement, ce qui a pris le relais, parce que par contre, je suis toujours... ardent, je suis toujours en feu, mais pour d'autres choses. Et donc, ce qui aujourd'hui me fait vibrer, c'est vraiment de former la prochaine génération de coachs et de les accompagner, que ce soit sur le sport santé, que j'aimerais contribuer à écrire. Je ne sais pas encore comment, mais je pense que le sport santé aujourd'hui en France se cherche un champion. Ouais. Je ne dis pas que c'est moi le champion, pas du tout, mais je pense que dans cette quête d'un modèle, le sport santé cherche des repères, cherche une méthodologie, cherche des codes. Et aujourd'hui, les gens se battent autour du sport santé. Juste le fait que je le dise, là, tu vas avoir plein de commentaires en disant « Ouais, Aurélien, t'as pas le droit de parler de ça, t'es pas légitime. » Il y a une guerre autour du sport santé qui est colossale. Qui est un peu même l'opposé de la performance. Qui est l'opposé de la performance, mais qui ressemble à ce qu'on avait au tout début de la prépa physique. Où tu avais des gens qui s'autoproclamaient prépa physique et d'autres gens qui disaient « Ouais, mais toi, t'as pas le droit d'en parler, c'est moi qui suis plus légitime que toi. » C'est les trucs du... Oui, c'est vrai que dans le coaching, il y a ce truc de guerre de légitimité, ouais. Avec les diplômes, c'est les trucs de début de naissance de pratique, de mon point de vue. Je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Je l'ai vécu au moment où le MMA a commencé à se structurer. Je l'ai vécu au moment où j'ai entraîné des taekwondoïstes. Je l'ai vécu au moment où la préparation physique, ma discipline, a commencé à vraiment structurer. Tu le voyais en prépa physique, par exemple, tu avais deux mecs qui s'asseyaient dans une soirée, tu vois, et
et qui disait qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis préparateur physique. Et d'un coup, tu vois, il se mettait en mode. Alors que tu as 2 dentistes qui s'asseyent à une table, il n'y a absolument pas ça. 2 coiffeurs, il n'y a absolument pas ça. Et il n'y a plus ça aujourd'hui sur un prépa physique, beaucoup moins. Parce que ça y est, c'est normé, c'est nomenclaturé. Il n'y a plus ce réflexe spontané de se dire le mec est probablement un imposteur. Tu vois, il a pris le tournant un peu tôt, là. Il n'y a plus ce côté. Et le jiu-jitsu brésilien, c'était pareil. Au tout début, les gens qui l'organisaient, ou le MMA, c'était des pimpins. Au tout début. Pas tous. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des gens qui sont encore là et qui sont très forts. Mais au début, il y avait plein de mecs qui n'existaient pas dans leur discipline, qui étaient nuls en judo, qui venaient faire le JJB, qui étaient nuls en Muay Thai, ou qui venaient faire le MMA, et qui du coup existaient parce qu'il n'y avait pas d'opposition, tu vois. Et en prépa physique, ça a été ça aussi. Il y a plein de mauvais entraîneurs qui, à un moment donné, se sont trouvés une légitimité, une existence là-dedans, et qui ont développé des business là-dedans au départ, puis qui aujourd'hui n'existent plus, parce que quand les sérieux sont venus, ou la 2e génération, formée vraiment par les meilleurs de la première, ont évidemment écrasé tout le monde. Et donc, maintenant, on a passé cette espèce de guerre des fondateurs, et puis il y a tellement de milliers de mecs qui font bien leur boulot maintenant que c'est plus un sujet, en fait. Tu vois, on en revient comme sur tous les métiers, à l'énorme qualité, voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que le sport santé en est là. Le sport santé en est là, entre des médecins qui revendiquent la paternité du truc, des kinés qui disent attention, il y a du mouvement, c'est nous, des APA qui sont entre le marteau et l'enclume parce qu'ils sont moins business que les coachs sportifs et moins respectés que les kinés. Donc du coup, ils sont un peu pris en sandwich, alors qu'il y a évidemment un message à porter, à créer côté APA. Et donc, pour moi, le sport santé, c'est un espèce d'énorme potentiel, un diamant brut qu'il va falloir tailler tous ensemble pour se dire ok, c'est quoi exactement le métier du sport santé? Qu'est-ce qu'on porte exactement? Il faut inventer ce truc-là, et c'est d'autant plus difficile que le législateur a créé le cadre légal avant que la réalité ne se structure. Parce que en parlant de réalité, tu parles du métier, des règles, etc., même des formations. Mais pour moi, il y a aussi le marché, ce que veulent les gens. Et typiquement, tu vois, le côté kiné, médecin, le gars APA qui va être, franchement, des fois, une approche un peu froide, un peu chiante, qui donne pas envie aux gens. Je pense que les gens qui ont besoin de sport santé, ils ont pas envie d'avoir quelqu'un en blouse blanche en face d'eux. C'est clair. Et ils ont pas du plaisir, etc., tu vois. Envie d'avoir un coach cool, en survette, qui fait du fitness. Ouais. Ils cherchent encore autre chose que ça. Mais tu vois, il y a des concepts pour moi qui arrivent, qui vont délivrer du sport santé. Je prends par exemple le Pilate réformeur. Ouais. Ça met des gens au sport qui ne seraient pas mis du coup dans une salle de sport ou dans des trucs performance parce que ça leur correspond pas. Ça leur permet de prendre soin de leur santé par l'activité physique, etc., qui est une bonne pratique. Bien sûr. Et vu que tu vois, ce marché-là qui se développe avec cette espèce d'identité un peu de clean girl, tout ça, avec les petits matchas qui vont bien et les studios qui font plaisir, ça met des gens sur un marché type sport santé, qui est plus, on n'est pas là pour la performance, on est là juste pour de la longévité, qui prend aussi de la place. Mais ça n'est toujours pas, c'est toujours du Pilate. Et là où j'interpelle un peu toute la communauté, tu vois, les coachs, ils ont leur paradigme. C'est-à-dire que le coach, pour lui, dès que je crée du mouvement, que je crée de la force, que je crée de la bouffe saine, tout ça, je crée du sport santé. Le kiné, on l'a pas, lui, il a des repères plus paramédicaux, et donc il va dire, dès que je lutte contre les douleurs, par exemple, je crée du sport santé. Tu vois. Donc tu as 2 prismes, c'est 2 exemples parmi 1 million. Hein. Donc tu as 2 prismes là qui sont un peu différents et qui amènent du coup à des pratiques qui renvoient à ce qu'eux font déjà en fait. C'est-à-dire que le kiné à la fin de la journée il va faire du kiné, le prof de Pilate à la fin de la journée il va faire du Pilate. Et c'est là que je me dis, mais moi, quand j'ai travaillé sur Gouv, j'ai eu affaire à des APA qui étaient pourtant un peu normalement le haut du panier, puis leur réflexe c'était de me faire du 4x8 en prise de masse. Et ben non, là, t'es en train de me réécrire ton tronc commun de brevet d'État, là, ou tes UC1 et 2 de BP G2F, AF. Et c'est pas ça. Il y a autre chose à trouver. Il y a un autre chemin, tu vois, qu'il faut inventer.
Est-ce que tu penses pas que le problème, c'est aussi que tous ces professionnels vont se regarder entre eux et savoir qui a raison, qui a C'est le clair, truc de ils sont en train de se battre. Alors qu'en fait, moi, tu vois, plutôt qu'à créer, ils sont en train de se battre. j'ai souvent remarqué qu'il y avait ce truc-là de préparateur physique, de coach, de qui est plus légitime, etc. Je me suis jamais trop senti touché par ça. Je me suis dit, en fait, moi, plutôt que de me comparer à mes confrères ou concurrents, je vais me concentrer à marché. Qu'est-ce que le marché il veut, tu vois? Et tu vois, si on développe des méthodes, des outils qui vont faire en sorte que les gens se mettent à déjà bouger, déjà faire correctement, etc. Je pense que le regard sur le marché a peut-être plus d'intérêt que de regarder juste qui a raison parmi les professionnels, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, tout ce temps qu'on met à s'affronter, on le met pas à brainstormer, à mettre en commun, à créer. Et c'est dommage parce que bien sûr que le sport santé, il a l'interaction de toutes ces sensibilités-là. La sensibilité APA, la sensibilité coach, la sensibilité kiné, la sensibilité médecin. Et évidemment que c'est à l'interaction de tout ça. Mais il faut arriver à enlever les œillères et à pas reproduire ce qu'on fait tous depuis 1000 ans, parce que c'est autre chose que... Alors, est-ce que le marché attend autre chose? Ça, je sais pas. Mais Steve Jobs disait que les gens ne savent pas ce qu'il leur faut avant qu'on leur mette entre les mains. Et peut-être qu'il y a quelque chose à inventer, un autre chemin. J'ai quelques idées, mais je ne suis pas encore très sûr de moi. Où finalement on aborderait l'activité physique autrement que par le prisme sportif de la performance ou de l'optimisation esthétique, ou la santé autrement que par l'analyse des troubles musculo-squelettiques, autrement que par les portes d'entrée qu'on prend habituellement, tu vois, quelque chose de plus anticipatif, peut-être plus proche du brossage de dents, tu vois. Je sais pas jusqu'où faut aller, mais à mon avis, le sport santé, c'est pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et on va encore créer et itérer beaucoup, et ça partira peut-être aussi d'entrepreneurs, plutôt que finalement de techniciens qui vont avoir du mal à imaginer leur propre univers demain. Par contre, une fois que l'entrepreneur dira « Et si c'était ça, l'avenir du sport santé ?» Eh ben, eux, ils vont embrayer, ils vont l'incarner après, ils vont le rendre tangible, ils vont le rendre technique, ils vont le rendre sécurisé. Tu vois, moi je ne vois pas dans comment ça peut se faire autrement, tu vois. Et j'ai la certitude que c'est un entrepreneur qui va du coup savoir regarder le marché plutôt que de se regarder entre nous notre nombril, tu vois. En tant qu'expert, de savoir ok, qu'est-ce que les gens les gens savent pas ce qu'ils ont besoin tant qu'on leur met pas entre les mains, mais c'est à nous de comprendre ce qu'ils veulent réellement, tu vois, pour qu'ils aient envie de faire ce truc-là, tu vois. Ce qu'ils veulent, un compromis entre ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin, puisque malgré tout... Ça, c'est ce qu'on leur délivre, tu vois. Ouais. Mais pour qu'ils l'achètent, pour qu'ils rentrent dans ma boutique, il faut leur donner envie, tu vois. Ouais, bien sûr. Il faut avoir la devanture qui va, quoi. Ouais, tout à fait. Et justement, tu vois, si on devait réfléchir à ça en tant qu'entrepreneur, qu'on est tous les deux, tu vois, comment tu penses qu'un entrepreneur, un coach sportif qui a envie de promouvoir le sport santé, il se dit, tiens, mais j'ai un petit peu du mal à le développer, comment il devrait penser, qu'est-ce qu'il devrait faire pour vraiment développer un business dans le sport santé? Je pense que il faut qu'il parte vraiment d'une feuille complètement blanche. Tu vois, si tu devais, là je te dis, ok Aurélien, vas-y, faut qu'on cofonde ensemble un centre sport santé, il faut que ça marche, tu vois. Déjà, j'aime bien ton appellation. Tu vois, déjà, on appellerait ça un centre sport santé dans la bêta, tu vois, dans la version... moi, je sais même pas si je dirais sport santé. Parce que je trouve que ce terme fait trop médical. C'est parce que les gens veulent. Il pose deux problèmes. Alors, souvent, les gens se battent notamment sur le nom. Dans un premier temps, je disais, les gars, on s'en fout. Et moi, je pense le nom pour les gens, tu vois. Mais en fait, t'as raison. Et ils ont raison de se battre, parce que ça n'est... La santé pure pose problème du médical, et sport pose problème des pratiques sportives, compétitives. Et donc, en fait, les deux nous amènent dans un mauvais réflexe. Les deux combinés ensemble nous amènent dans un mauvais réflexe. On n'est pas sur la feuille blanche, tu vois. Et peut-être que le mot-clé, c'est plutôt longévité, en fait, qu'il faut se poser comme question aujourd'hui, tu vois. Moi, tu as ce truc de l'espérance de vie en bonne santé. Ouais, c'est ça. Le mieux vivre les années qu'on nous donne, c'est peut-être un prisme. Retrouver de l'énergie, et même à court terme, pertinent. Tu vois. Énergie, sommeil, stress... pas construire le truc uniquement autour des affections de longue durée, tel qu'aujourd'hui, c'est quand même pas mal construit, tu vois. Aujourd'hui, le sport santé, statutairement, c'est autour des affections de longue durée. Mais pour moi, c'est pour ça que ça marche pas. Et c'est en partie pour ça que ça marche pas, parce que ça règle pas un problème urgent. Tu règles un problème d'une partie de la population, et évidemment, c'est utiliser le sport pour
le sport médicament pour ces gens-là, et c'est très bien, évidemment que cette réflexion elle est hyper importante, parce que des gens qui ont de l'ostéoporose, qui ont de l'hypertension, même si c'est plus sur la liste des affections de longue durée, qui ont de l'obésité morbide, les personnes qui ont un cancer, tous ces gens-là ont besoin d'une pratique sportive idoine. Tu vois, il n'y a pas de doute là-dessus, il faut construire des contenus spécifiques, il faut continuer à les alimenter, les mettre à jour, etc. Pas de problème. Mais ce dont on parle, toi et moi, là, c'est une vision du sport santé sociétale. Je parlais de brossage de dents tout à l'heure, c'est pas par hasard. On a éduqué les gens à se brosser les dents. Ok, c'est pas comme la marche. À un moment donné, c'est pas un gamin qui se lève et qui prend une brosse à dents et qui se lave la bouche. C'est pas comme ça que ça se passe. On a éduqué les parents à éduquer les enfants. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire sur la longévité, ce que moi je pense être le sport santé, autour de piliers d'optimisation humaine sur le temps qu'on doit passer sur Terre. Donc, si toi, tu es programmé pour vivre 80 ans, ce que je te souhaite, comment ces 80 ans, tu les vis pleine balle ? Tu les vis pleine balle en maintenant tes niveaux de force, en mangeant suffisamment de fibres, en maintenant un VO2 max élevé, c'est sans doute un des piliers les plus importants, en optimisant ta récupération, en baisant suffisamment régulièrement. Enfin, on peut lister tout un tas de piliers. Certains disent qu'il y en a 4, d'autres disent qu'il y en a plutôt 12. Bon. En tout cas, si vous faites déjà les 5 que je viens de lister là, vous augmentez très sérieusement vos chances qu'on puisse vous considérer en bonne santé, vraiment, mentale et physique. Comment dans un centre, on met tout ça de manière systémique et réaliste. Réaliste. Parce que venir faire 1 heure de sport 2 fois par semaine, ça n'est pas réaliste. Oui, bien sûr. Si on parle à tous les gens, pas aux 5% qui vont faire le marathon de Paris et aux 15% qui vont s'inscrire dans un gym toute leur vie, non. On parle à tout le monde, là. De la même manière que tout le monde se brosse les dents. Déjà, tu parles du brossage de dents et de la longévité. Moi, je pense qu'il y a un truc sur lequel il faut être très vigilant. Ce qui fait que ça ne marche pas suffisamment aujourd'hui. Tu me dis qu'en effet, on parle à des affections longue durée, on parle de trucs très long terme. Ok, pour vivre jusqu'à 80 ans en bonne santé. Mais tu vois, les moins de 40 ans, moins de 35 ans, je dirais, ils en sont pas forcément touchés parce que ils n'ont pas forcément encore eu de problème de santé ou de trucs comme ça. Ils se posent pas trop ces questions. Déjà en mauvaise santé. Ils sont déjà en mauvaise santé, certes, mais tu vois, le problème n'est pas suffisamment important pour eux pour qu'ils passent à l'action. Brossage de dents, je sais pas si tu sais comment on a vendu le dentifrice. À la base, les médecins ils ont dit regardez ce dentifrice, cette pâte dentaire, il faut se brosser les dents pour pas avoir de caries. Personne n'en achetait. Parce que c'était, j'ai pas de caries, j'ai pas ce truc-là. Ensuite, ils ont fait du dentifrice à la menthe pour dire, ok, allez vous brosser les dents, comme ça vous aurez une bonne haleine. Problème court terme, tout le monde a acheté du dentifrice. Et aujourd'hui, si les gens se brossent les dents en vrai, c'est pour avoir une bonne haleine, plus que pour pas avoir de caries, tu vois. Bien sûr. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour aider les gens à passer le cap de, vas-y, je vais faire du sport santé sans... rester sur du long terme et en faisant quelque chose de plus court terme sur la perception de voir le bénéfice court terme, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est la fin qui justifie les moyens et ça, c'est pas évident, tu vois. Si les gens ne l'aperçoivent pas très 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 vite, voire instantanément, ils abandonnent. Et c'est normal. Tu vois le succès de l'EMS qui a eu lieu. Parce qu'en fait, instant, t'as des sensations, tu vois, t'as ce truc de la promesse de 20 minutes, 4 heures de sport, etc. Et ils le rendent tangible. Tu sors de ta séance, tu as vraiment l'impression d'avoir bossé. Et tu as bossé d'ailleurs, c'est pas qu'une impression. Je pense qu'il faut revenir à la problématique des promesses qu'on fait dans le fitness, qui en plus aggravent ce que tu es en train de décrire là. C'est que non seulement les gens ne perçoivent pas l'intérêt, même à moyen terme, sans parler même à long terme, mais en plus de ça, ils y croient pas du tout. Parce que ça fait des années que ça marche pas, en fait. De manière systémique, hein. Évidemment, t'as toujours le mec sur Instagram hyper gaulé, machin. Tu vois que ça marche quand je prends des prods et que je m'entraîne. Ouais, sauf qu'il y en a plein qui ont essayé vraiment et qui n'ont pas réussi. Donc en fait, le problème fondamental du fitness aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas tenu ses promesses pendant des années. Pourquoi les gens y viennent ? Ils viennent pour être plus beaux, de manière générale. Ça, c'est une promesse qu'on ne peut pas tenir, en fait. Pas nous. C'est un projet global, d'être plus beau. Deuxième problème, ils viennent pour être plus minces. Oui, mais sauf qu'en fait, dans le fitness,
c'est pas les 400 kilocalories, et encore, je suis généreux, hein, qui vont brûler dans la pauvre séance de préparation physique ou de coaching one-to-one qu'ils vont faire dans la semaine. Allez, 2 fois s'ils sont déterminés, 3 fois s'ils sont très riches. Même là, ça ne changera rien s'ils continuent de bouffer des Kinder. Donc, et ils vont continuer de manger des Kinder et des chips au poulet. Donc, la deuxième promesse n'est pas tenue par le fitness, puisqu'elle prend des engagements sur d'autres champs qui ne sont pas maîtrisés. Et puis, troisième projet, c'est peut-être d'être plus fort, plus endurant ou plus machin, sauf qu'en général, les gens qui se payent du fitness rationnel, organisé, haut de gamme, encadré, à 70 balles de l'heure, plutôt des gens qui ont 45, 50 ans que des gens qui ont 20 ans. Donc du coup, quoi qu'on fasse, leur niveau de force, on lutte contre un déclin, donc ça non plus, on va pas tenir cette promesse. Donc peut-être que déjà, dès le départ, les indicateurs sont pas les bons. Tu vois ? Si on faisait rentrer les gens dans une culture de la mesure d'autres choses, peut-être de différents types de masse, maigre ou masse grasse, peut-être de niveau d'hydratation, peut-être de qualité de sommeil, de qualité de récupération, peut-être des index très simples et très faciles à comprendre. J'aime beaucoup chez eGym, on parlait hors antenne d'eGym, j'aime beaucoup l'idée d'âge biologique. Évidemment qu'il y a un peu de marketing derrière cet âge biologique. Mais enfin, il y a aussi des algorithmes qui sont basés sur le poids, la taille, l'âge, des générations similaires, des populations similaires. Et plus ces boîtes-là, elles accumulent de la donnée. Au-delà de l'IA qu'on a tous à la bouche, ce qui est beau, moi je trouve, c'est le machine learning, basé sur le big data. Plus on a des milliers de personnes, et plus les tendances qu'on va tirer vont être vraies et vont être des bons repères. En fait, cet âge biologique, ça c'est tangible. Parce que la personne, elle rentre dans le gym, dans l'espace de pratique, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Et d'un seul coup, au lieu de lui parler de ses max en développé couché en squat, qu'on s'en fout complètement, ou de sa vitesse de course de tapis qu'il aura oublié dans une demi-heure, on lui parle de son âge biologique. Ça j'en chou. Parce que l'algorithme, il est quand même suffisamment bien fait. Hein. J'ai jamais vu un cinquantenaire fumeur, obèse, souffle au cœur, les pieds plats, rentrer dans le truc et avoir un âge de 25 ans. Hein. Il se prend un 70 ans dans les dents, ça le fait réagir. Et si avec déjà un parcours, plutôt qu'un nombre de séances, en lui disant, écoute, tu rentres dans un chemin de transformation, d'évolution, de reprogrammation, de hacking, je sais pas comment il faut le vendre, on va avoir des résultats, on va être là au bout de 2 semaines, on va être là au bout de 4 semaines, et qu'on tient ces promesses-là, là on se rapproche du brossage de dents. Ouais. C'est marrant parce que là je vois que je parle au préparateur physique, à l'expert. C'est très tangible, c'est très mesuré sur tout ce qu'il y a. Enfin, tu vois, juste avant toi, là, je parlais à une coach qui aide des femmes, tu vois, sur la période périménopause, etc. Et avec des bénéfices beaucoup plus émotionnels aussi. Moi, je pense que tu vois, pour mettre les gens dans ce type de pratique, leur donner envie, c'est aussi de voir comment est-ce que je peux recréer du plaisir dans la pratique, créer de l'expérience qui fait que waouh, j'ai trop envie de venir tester ça, etc. Le Pilate le fait bien pour sa cible. Je pense que, moi, c'est ce que j'essaie de faire dans mon centre de coaching, en tout cas, recréer du plaisir en fait, avec les gens se disent waouh, mais en fait, c'est génial de venir là, et ça donne envie. Et carrément, toutes ces datas-là vont permettre de mettre factuellement le doigt sur ok, là, tu as un vrai problème, il va falloir prendre en main le truc, ça va créer de l'urgence, ça va créer plein de trucs. Oui. Et c'est probablement un des chemins les plus rationnels, parce que on sait aujourd'hui que les gens ils vont pas arriver vierges de data dans les centres. Ils vont arriver avec leur bracelet connecté, leur bague connectée, leur montre connectée, leurs lunettes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver avec ça. Autant. De plus en plus, ouais, de plus en plus. Je pense que ça va devenir... tu as qu'à voir le nombre de gens qui portent une Apple Watch sans vraiment faire de sport. Il y en a plein aujourd'hui. Ils n'existaient pas, ces gens-là, avant. Mais ils apportent pour les data de santé ? Je suis pas sûr, tu vois. Encore une fois, le big data, ces trucs enregistrent tout ce que tu fais tout le temps et fait ça sur des millions de gens comme toi. Ouais. Et donc, en fait, on va arriver déjà avec des premières petites briques que toi, tu vas compléter dans ton centre, en fait. Tu vois, tu vas rajouter sur cette base-là de données peut-être uniquement cardiaques dans un premier temps, ou ventilatoires, parce que malgré tout, elles arrivent quand même à capter des choses intéressantes, plus des données sur ton sommeil. Tu as déjà tu vois, un pool de données qui est intéressant, qui peut alimenter ton algorithme qui va te donner ton âge biologique. Et
plus cet âge biologique il va être pertinent et alimenté par des datas multiples, et plus je pense que ça peut être un levier pour nous de rationalisation de la pratique à très court terme. Ouais. Mais tu vois, pour moi, pour changer le comportement, parce que c'est pas 2 séances de sport dans la semaine qui va non. changer sa vie, c'est changer son comportement et son identité. Bah oui. C'est bien, ça peut aider les gens à s'y mettre, tu vois, mais pour moi, l'expérience vécue, que ce soit dans ma pratique, dans l'identité, enfin, moi, je reviens sur le Pilate, j'ai l'impression qu'en fait, pourquoi ça marche si bien et que ça pop de partout maintenant, notamment encore plus en province qu'à Paris, c'est déjà depuis un moment, mais en province de plus en plus, parce qu'il y a une identité qui a été créée autour de la Pilate Girl. Parce qu'elle vient chercher l'opposé de tout ce qu'on lui vendait ailleurs et qu'elle aime pas, la performance du crossfit, où à la fin j'ai mal, ou c'est pas bien, ouais, en salle de sport, j'aime pas les regards, les trucs, je me sens pas à ma place, j'ai pas envie d'être trop musclé, etc. Enfin, ces objections que les gens ont, fondées, pas fondées, on s'en fout, mais en tout cas c'est réel. Et là, elle se retrouve dans son petit groupe, son petit truc, son identité, avec son petit tote bag, son petit matcha latte, etc. Et en fait, ça met les gens dans le comportement et dans cette identité-là. Et je pense que si ces bénéfices émotionnels et même identitaires n'existeraient pas, les gens ne seraient pas mis tu vois, à la pratique comme ça. Alors c'est là que c'est chaud, parce que en fait, une fois qu'on a dit ça, et le Pilate est un excellent exemple, parce que ça date pas d'hier, le Pilate. Bien sûr. Le Pilate, moi j'avais un reformer dans ça marche beaucoup plus. Ah ça marchait pas. Depuis qu'il y a ce lifestyle et cette identité qui a été créée et qui donne envie, en fait, tu vois. Et il y a l'expérience. Expérience et puis éducation à tout ça. C'est-à-dire que le Pilate, il y a 30 ans, c'était perçu comme une pratique alternative. Tu vois, on regardait ça un peu, ça jugeait pas mal. Donc il y a eu une évangélisation globale à la gymnastique douce, notamment grâce au yoga quand même, qui est passé avant et qui a déjà une première déferlante colossale de pratiques communautaires, culturelles, et voilà, qui a éduqué au mouvement. Mais moi, un reformer, j'en avais un en 2008 dans ma salle de prépa physique, t'imagines. Je reviens en France, le Pilate, c'était que du maths, et encore assez marginal, tu vois. Aujourd'hui, le reformer, c'est je crois, 10 exposants au FITEX. Enfin, on est sur une déferlante colossale. J'étais au salon de la franchise il y a quelques semaines. Beaucoup de pilates là. Ça de partout. Ils vendent tout le territoire français très vite. Bien sûr. Il y a 5 titres inscrits chez France Compétences de coach de pilates, plus des BPGEPS sur le registre spécifique. Donc, on a cette déferlante qui arrive, mais tellement tardivement, parce que cette évangélisation-là et cette culture-là était très longue à faire, et parce qu'il a fallu à un moment donné que le business s'en empare. Parce que ça a été mal vendu. Et lui donne vie d'une manière, effectivement. Et parce qu'il fallait un entrepreneur qui fasse ça proprement. Un ou plusieurs, Ouais, même plusieurs, ouais. Et comme, tu vois, même moi, je pense à des concepts de cours collectifs, tu vois. Je suis pas fan des cours collectifs, oui. C'est discutable sur est-ce que c'est vraiment bénéfique pour les gens, etc. Bon, entre rester sur son canapé et venir faire de la Zumba, aucun doute. C'est quand même trop cool. Oui. La Zumba, c'est génial parce que ça a mis plein de gens au fitness, puis ça fait découvrir peut-être d'autres cours à venir tester. Puis tiens, je vais aller sur le plateau muscu, puis après je vais parler au coach, puis je vais même m'inscrire à une petite course dans ma ville et tout ça. Et bam, je deviens sportif et grâce à la Zumba finalement. Bah oui. Donc, ok. Et puis il y a une culture courco qui est intéressante, qui a été créée aussi, pareil, par des entrepreneurs, parce que le courco, avant ça, était vraiment dans la dynamique club. Si tu avais un bon coach, c'était cool. Si tu n'avais pas un bon coach, ça marchait pas du tout, tu vois. Et qui passe par l'expérience et et ce qu'on perçoit en vivant le truc, quoi. Et ce qu'a amené Les Mills, c'est une expérience uniformisée, standardisée. Il n'y a plus de coachs qui sortent complètement du truc et qui te créent un concept fou, machin. C'est beaucoup plus bordé. Il n'y a plus de créativité, moins. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup moins de mauvais cours. Et du coup, quand tu veux vivre une séance de cardio collective sur spinning, ça va être animé d'une bonne manière. Il y a un programme qui est uniforme, tu as des repères, des changements réguliers de programme, etc. Donc il y a quand même besoin, à un moment donné, effectivement, d'une vision un peu business, un peu structurante, un peu scalable, qui fait que tout le monde derrière va dans le même sens, en fait. Ok.
Bah, ça me donne envie de faire une transition vers... ok, les Mills, c'est des bons cours, standardisés, avec une bonne expérience, etc. Mais pour des bons cours Les Mills, il faut des bons coachs. Et je trouve que Les Mills a été très bon dans le business pour donner envie. Alors, ils ont fait beaucoup d'argent avec la formation des coachs aussi, tu vois. Et aussi donner envie aux coachs de bien faire leur travail et de faire des super séances. Et je trouve que toi, enfin, en tout cas, moi, comme on en parlait avant de commencer le podcast, j'avais acheté tes livres que tu voyais sur des vidéos que je faisais de temps en temps sur ma bibliothèque. Et je trouve que tu donnes envie d'être un bon coach, tu as une bonne pédagogie, etc. Tu vois. Je pense que c'est important dans le business, si on veut créer un mouvement aussi, de te donner envie de faire un bon coach. Aujourd'hui, tu es focus sur la partie formation des coachs sportifs. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur du coup toute cette organisme de formation que tu as créé dans toute la France pour aider des personnes à devenir coach et comment tu les aides à devenir de bons coachs spécifiquement? Bon, déjà, on en revient au feu sacré, effectivement. Je pense qu'encore une fois, on vient chercher une énergie, on vient chercher une vision, une envie. Et de plus en plus, cette énergie, parce que c'est contagieux, le feu sacré, donc du coup, ça devient la force du groupe. Donc, il y a vraiment cette philosophie-là. Après, pour moi, il y a toujours ces deux champs qui s'opposent pas du tout, hein, mais qui sont un peu différents dans l'approche de la formation. Je te rejoins pas tout à fait en se disant que pour que ça marche, Les Mills, il faut des bons coachs. Justement, je crois que la force de Les Mills, c'est d'arriver à mettre tous les coachs, y compris les moyens, sur un pied d'égalité. Et donc, pourquoi ça a autant cartonné? C'est parce que, du coup, on a rompu la dépendance au coach de la réussite de ton projet de cours co. D'un seul coup, on avait quelque chose que même des coachs pas très bien formés, pas très bons animateurs, un peu à la manière c'est très américain, en fait, hein, un peu, bon, c'est des néo-Z pour le coup, mais un peu à la manière du Starbucks. Si tu veux, le barista du Starbucks, il y a 2 semaines, il n'était pas barista du tout, le mec. Hein. Il était peut-être vendeur dans le retail sur autre chose, chez Pimki ou je sais pas quoi. Donc, le type, d'un seul coup, on va l'empuissancer sur un process hyper maîtrisé pour qu'à la fin, on ait toujours le même café. Alors, la conséquence, c'est que le café est toujours un peu trop sucré à mon goût. Donc, du coup, tu vois, c'est là qu'on a une discussion sur les cours co, jusqu'où. Okay. Mais en tout cas, on sait à quoi s'attendre et la promesse sera tenue, tu vois. Et c'est ça, en fait, Les Mills en cours co, pour moi, c'est que le truc va être maîtrisé, ça va délivrer à la fin un truc précis. Par contre, si on veut aller sur l'étape du dessus, mais et vrai, notamment... Je pense à un truc, c'est très juste ce que tu dis, ça les aide pas à devenir de bons coachs techniquement, etc. Mais ça leur donne un feu sacré, un cadre qui, eux, vont bien animer. Redoutable. Ah oui, et c'est ouais, redoutable. Carrément, ouais. C'est de la formation continue, c'est des repères. Et les gens, ils s'en demandent de ça. Hein, et c'est normal, tout le monde n'est pas créatif au point de dire « Tiens, je vais créer ma choré, machin et tout ». Et pour autant, ils aiment animer une séance, et pour autant, ils aiment faire vivre une expérience fitness, et pour autant, ils ont envie d'emmener tout le monde avec eux. Et ils n'ont peut-être pas le temps, d'ailleurs, ils ne sont pas payés en dehors de leur séance pour écrire des programmes. Enfin, c'est pour ça que je disais en introduction que tout ça est compatible, en fait, et que Les Mills, si ça a cartonné comme ça, il y a des raisons. Et que ça continue à cartonner malgré le Covid, malgré plein de choses, il y a vraiment des raisons. Et du coup, on avait vraiment besoin de ça. Maintenant, si on veut aller à l'étape du dessus, dans la création et l'empuissancement des gens pour qu'ils deviennent vraiment des grands coachs et qu'eux-mêmes créent leur propre concept, leur propre programme, leur propre école, là, effectivement, la formation initiale devient beaucoup plus importante. La formation initiale et tout au long de la vie. Il va en falloir plus, tu vois. Et là, on en revient un peu à cette comparaison des diplômes. Tu sais, c'était mieux avant. BPGEPS, AG2F, c'était mieux que BPAF, qui est mieux que le CQP. Ça, c'est juste de l'ego de ceux qui ont le diplôme qui veulent défendre. Il y a un peu ça. Parfois, c'est vrai, il y a eu un gros dévissage du BE au BP. Souvent, c'est juste le monde qui change. Et on fait juste des choses un peu différemment. C'est-à-dire que pendant des années, on a mis énormément de poids et de pression sur la formation initiale, en se disant il faut des tests d'entrée de nazis, et puis des tests de sortie de super-héros. Bon, est-ce que c'était vraiment nécessaire? À la fin, les gens, ils ont un niveau de formation initiale hyper solide, c'est sûr, c'est des gros pratiquants. Et puis au bout de 5 ans, ils sont plus à jour parce que c'est tellement dur qu'ils ne reviennent plus jamais.
Et donc, finalement, cette espèce de maturation lente qui est l'expertise en sciences du sport appliquée au terrain, se mettait pas en œuvre, et puis au bout de 20 ans, les mecs répétaient les conneries qu'on leur avait dit il y a 20 ans. Donc, c'était pas satisfaisant non plus, tu vois, pour d'autres raisons. Aujourd'hui, un CQP, c'est tellement pas assez que de toute manière, on pousse les gens dans de la formation continue. Donc, il est évident que les CQP, on les revoit dans 2 ans en formation. Je serais même, moi, pour des formations un peu à l'international, à l'américaine, où tous les 2 ou 3 ans, ils font des recyclages, tu vois. J'aurais même milité jusque-là. Obligatoire ? Pour garder sa carte pro. Ouais, obligatoire. Ouais, je comprends. Ouais. Comme un Bézanne, hein, on le fait dans oui, comme ça pourrait être pertinent pour le permis de conduire. Ouais, absolument. Donc, ce recyclage, tu vois, bon, ça aurait du sens, mais de toute façon, il se met en œuvre naturellement. On les voit aujourd'hui, les gens revenir en formation, et on les voit poursuivre leur formation. Un gamin qui sort de ses 20 heures de conduite, il ne sait pas conduire. Tu vois, il ne sait pas conduire. C'est la pratique qui va le faire monter en compétences. Et si effectivement tu le rappelais à se mettre à jour 5 ans plus tard, ce serait hyper intéressant en fait. Parce qu'il arriverait avec des vraies compétences de terrain qu'il a développées et avec des vraies questions qu'il n'avait pas il y a 5 ans. Ouais, exactement. Puis ça aide les gens à se spécialiser, à devenir encore plus performants dans leur spécialité. Ouais. Et donc, quand tu changes de prisme comme ça, en fait, le CQP, c'est très bien. C'est très bien parce que du coup, ça donne un premier accès très rapide pour venir appliquer des choses sur le terrain. Bon, très rapide, en vrai, c'est pas si rapide, hein, parce que c'est 4 à 6 mois. Le BPGEPS, c'était 8. Pas non plus 8-9 mois. C'est pas non plus une grosse différence. T'es sur 2 jours par semaine dans l'un, là, c'est plutôt massé, il y a plus de digital. On a fait sauter tous les trucs de culture sportive globale, transversale, machin. On a mis un peu plus de marketing, un peu plus de business. Bon, en fait, c'est le monde qui change, c'est tout. C'est une nouvelle façon d'enseigner, une nouvelle façon de se former. Et puis surtout, je disais un peu en intro, on attire un nouveau public de coach. Et le coach sportif en France, c'était une anomalie. Ces gamins de 21 ans qui ont découvert la muscule, dans le meilleur des cas, il y a 2 ans, et qui d'un seul coup viennent enseigner une discipline dans laquelle ils ne sont pas encore experts. C'est une anomalie. Tu vois, toi, un coach en marketing dans une grande boîte ou un coach RSE ou avoir 20 ans et se pointer et donner des conseils à tout le monde? Ça existe où, ça? Jamais. Donc, le coaching, par essence, être coach, c'est un truc de senior. Il faut avoir roulé sa bosse pour venir la ramener, tu vois? Et donc, finalement, le fait de proposer ces formats de formation beaucoup plus courts où on va sauter un peu le savoir-être et toute la partie éducative un peu plus scolaire, ça nous amène des gens qui ont plutôt 40 balais, qui sont très entraînés pour autant, parce que ça fait pas 2 ans qu'ils font de l'Irox, ça fait 10 ans qu'ils font du crossfit ou qu'ils font les cours de Zumba dont tu parlais, ils sont meilleurs que la prof. Et eux, ils étaient experts comptables, ils étaient directeurs marketing, ils étaient, tu vois, ils avaient un restaurant. On a des gens hyper variés, des facteurs, des policiers, gendarmes. On a des gens de tout secteur qui arrivent avec toute leur richesse, tout leur savoir-être, tous leurs réflexes par ailleurs qu'ils vont utiliser dans leur nouveau métier. Je peux te dire qu'eux, ils arrivent avec un vrai projet. Pour moi, le coaching va devenir un truc de vieux. Dans les 10-15 prochaines années, là, les seniors vont prendre le lead grâce à ces nouveaux modèles de formation initiaux. Et donc, je conseille aux jeunes qui veulent se lancer tout de suite dans le métier de vraiment épaissir leur base de formation, de vraiment la varier au maximum, parce qu'en phase 2, ils vont avoir des gens qui ont roulé leur boss. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, la guerre des diplômes, etc. Moi, il y a plein de coachs qui sont diplômés, qui sont moins bons que des mecs même non diplômés. Bien sûr. Parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, ils ont poussé plein de sujets, etc. Que c'est pas juste ce permis de conduire qui leur permet d'aller plus loin, tu vois. Là, aujourd'hui, du coup, juste si on revient un peu plus sur la partie business, donc tu as la partie vraiment formation dans toutes ces villes, etc. Avant, tu faisais aussi de la formation. Tu faisais formation sur la récupération, sur différents trucs, tu avais plusieurs choses. Est-ce qu'il y avait une logique à cet écosystème où tu as commencé par la prépa? Est-ce que tu avais une vision déjà pour aller plus loin? Ou est-ce que ça s'est fait un peu comme ça parce que tu es plutôt un mec de quête secondaire C'est drôle, ça. Parce que j'ai l'impression que dans les entrepreneurs, tu as ceux qui sont en mode quête principale. Ouais.
Ou t'as l'entrepreneur comme Snoop Dogg, tu vois, qui fait 1000 trucs en même temps. Non, c'est vrai, j'ai la quête principale ou deux quêtes principales qui mènent le truc. Effectivement, il y a des quêtes secondaires qui, par contre, peuvent basculer en mode quête principale. C'est ça qui est intéressant. Là où une quête secondaire reste normalement une quête secondaire, et voilà, une fois que tu as fini, tu as fini. Moi, il y a des quêtes secondaires qui peuvent à tout moment devenir principales. C'est ce qui est arrivé à la formation. L'aventure formation, elle commence donc il y a des années par l'envie de transmettre, de vulgariser, le besoin de structurer mon propre apprentissage aussi. C'est-à-dire que enseigner, c'est un bon moyen de vérifier ce qu'on a bien compris et ce qu'on sait bien. Ceux qui font beaucoup ça, c'est les kinés, les ostéos, tu sais, ils te récitent l'anatomie à chaque fois qu'ils te manipulent. Pour moi, c'est un mode inconscient ou conscient, j'en sais rien, dites-nous en commentaire si c'est conscient ou pas, s'il y en a qui nous écoutaient, pour se maintenir à jour et bien garder en tête tout ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Le fait de le verbaliser, de le simplifier, c'est vraiment ça l'expertise. C'est la capacité à vulgariser un truc complexe. Ça veut dire que tu l'as parfaitement compris. Et donc, moi, de tout temps, j'ai toujours retransmis ce que j'apprenais pour être sûr que je l'avais bien intégré moi-même. Et du coup, ça m'a amené à faire beaucoup de formations, évidemment, dans les BPGEPS, évidemment à l'université. Mais je formais pour les autres. Et puis un jour, il y a eu le Covid, donc là, il fallait que je m'occupe un petit peu. Donc je me suis dit, ça faisait un moment que je voulais faire de la formation digitale. Personne ne le faisait en prépa physique à l'époque, même en coaching d'ailleurs. Personne, il y avait pas de... En 2019, il n'y avait pas de contenu en ligne de formation structuré et vraiment qualitatif. Tu avais quelques intentions à droite à gauche, mais enfin, il y a eu un avant, un après Covid, c'est clair. Donc là, moi, ça fait un moment que j'avais sourcé les outils, que j'avais préparé mon coup, je savais que je voulais m'y mettre. Bon, bah là, j'ai le boulevard pour le faire, donc je crée mes webinaires toutes les semaines, et puis c'est là que j'apprends l'infoprenariat, le marketing digital, tout ça. Je connaissais le marketing en général à l'ancienne, mais le marketing digital, je n'avais pas fait. Donc là, c'était pour vendre... Pour vendre des formations hebdomadaires sur la prépa physique par bloc de compétences déjà. Donc à ce moment-là, je crée mon propre organisme de formation. C'est le moment où je crée la société pour une raison simple, c'est peut-être pas payer de TVA puisque un OF est franchi de TVA. Donc très très vite tu dis oh là ça va pas ça. Si je refile 20% de tout ça, ça va pas le faire. Surtout que t'as pas de dépenses ou peu s'en faut. Donc du coup j'ai vite monter l'organisme, et puis du coup, bah, tu tires une pelote de laine. Tu te retrouves à passer des Calliope pour aller chercher de l'argent public, tu te retrouves à... puis ne serait-ce que pour tes propres process, tu te retrouves à recruter parce que tu génères de la richesse, et puis du coup, une fois que tu as recruté quelqu'un, il faut lui donner du boulot. Donc bon, bah, ça y est, ça appelle à la connerie, si tu veux. Et à ce moment-là, moi, j'ai pas fini ce que j'ai à faire en tant que directeur marketing, en tant que directeur de performance ou de programme de formation sur les FED. J'ai encore des choses à accomplir et un projet à pousser au bout. J'ai encore une quête principale. Et quand le feu sacré s'éteint un petit peu, ma quête principale arrive à son terme. J'ai un peu fini le jeu sur les FED. Je perds sur le boss final, mais j'ai pas envie de le rejouer. Puisque à un moment donné, l'opportunité est donnée d'être DTN du judo. Je perds en finale. Politiquement, ça... je me dis qu'il y a beaucoup de politique en plus. Ouais. Et puis voilà, bon, ça ferait presque l'objet d'un podcast à part entière, mais retenons que j'ai perdu en finale. Et j'ai pas envie de rejouer parce que c'était maintenant ou jamais, parce que c'est quand même des univers très particuliers, pour plein de raisons. Ça y est, pour moi, simplement avoir joué le boss, c'était bien. C'était déjà plus que mes objectifs initiaux. Je me dis c'est le moment de me consacrer à mes affaires et du coup je choisis une des quêtes secondaires pour devenir principal. Okay. Et c'est là que ça devient vraiment très sérieux cet organisme et je dis ok stop, on va recruter, on va structurer et on va pas proposer que de la formation digitale continue, on va proposer de la formation initiale, présentielle et digitale. Et donc là on y va franchement, on fait du CQP, du BP, du DE, toute la gamme. On développe et aujourd'hui c'est plus de 100 formateurs en France, 12 salariés, on est une vraie structure PME qui se développe et qui va
proposer des nouveaux produits de formation. On va attaquer la nutrition tôt ou tard, on va attaquer la préparation mentale dès cette année, le coaching mental en général. On a proposé là, une formation sur l'IA. Tu vois. Ça y est, on se développe vraiment tous azimuts. Ok, super. Et qu'est-ce qui fait que justement, tu as toujours eu plusieurs projets un peu en même temps, là que tu t'es concentré all-in sur la formation? C'est quoi ce qui t'a fait prendre cette décision? Il fallait que je voulais, alors déjà, il faut bouffer, hein. Donc même si j'avais atteint un certain nombre d'objectifs économiques dans ma vie et d'objectifs personnels et politiques, etc., malgré tout, voilà, moi j'ai 4 enfants, on vit à Paris, enfin, un peu sans feu, on est dans la banlieue parisienne, donc les prix sont ce qu'ils sont. Donc voilà, il fallait que je maintienne quand même un train de vie assez élevé. J'ai un break-even qui est assez élevé, quoi. Donc il fallait que je trouve quelque chose qui puisse me permettre très vite de subvenir à mes besoins en lâchant mon conseil aux fédérations, mon conseil aux sportifs de haut niveau, qui me faisait vivre jusque-là. Et là, du coup, tu te lances dans des vraies projections financières. Et typiquement, le business du coaching, c'est bien, mais alors il faut franchiser quelque chose et vraiment très vite se lancer sur une aventure de franchise de club. Et j'avais pas trop envie de ça parce que je l'ai déjà fait. Et gérer des clubs, c'est quand même beaucoup d'emmerdes. C'est quand même très tangible. Hein, tu vois, tu as une chaudière qui pète le dimanche matin, c'est toi qu'on appelle. Hein. C'est très concret. Donc, même si ça avait le potentiel de d'éclore très vite et de prendre le relais économique de ce que j'avais, non. J'avais pas envie de ça, pas à ce moment-là de ma vie. Il me restait l'édition. Ça, c'est un business presque... pas envie de dire associatif, mais presque désintéressé. Ça n'est pas rentable du tout. Ouais, pas du tout, ouais. C'est un bouquin, ça te coûte 30 000 balles à sortir, tu prends des risques colossaux, donc sur 10 bouquins que tu sors tous les ans, tu as au moins 3 plantades. Donc il faut repasser ça sur les 20 pauvres % de marge qui te restent une fois que tu as payé correctement tous les gens que tu as payé correctement. C'est pas un business, voilà, c'est un business passion. Tu as écrit combien de livres ? Alors moi j'ai écrit 11 livres, dont 5 ont été traduits dans le monde entier. Je mentirais de dire que ça m'a pas fait gagner d'argent, mais enfin... Parce que tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment le fait de le sortir dans le monde entier qui fait que tu gagnes un peu de sous. Ouais. Le business français, si tu vends... Allez, tu fais un carton sur un livre de sport, je parle pas de Major Movement qui va voilà, c'est une exception. Greg est une exception. Voilà, il en vend 200 000, c'est Greg. Moi, si j'en vends 10, 15 000, c'est le Pérou. T'imagines, tu récupères 2 € par bouquin, vous faites les maths. Je dis pas que je crache sur 30 000 €. Hein, mais c'est pas ça qui fait vivre en région parisienne avec 4 enfants. Donc, c'est notorious. C'est ça, parce que tu vois, pour moi, aujourd'hui, t'es je pense, la figure d'autorité de la préparation physique, enfin, tu vois, autour de la formation du coaching. Tu vois, ça a apporté beaucoup d'autorité. Et ce qu'on dit de moi, c'est pas regardez, c'est Aurélien Broussal-Derval, je vous le présente, il a passé son professorat de sport. C'est pas Aurélien Broussal-Derval, je vous le présente, il a entraîné 10 champions olympiques. Je vous présente Aurélien Broussal-Derval, il a écrit L'Art du mouvement. Donc ça reste un truc extrêmement autoritaire, extrêmement respecté, le bouquin. Ouais. Et stratégiquement, pour moi, c'est très très important. J'avais pas vu venir l'IA. Hein. Comprenez bien que c'est un effet d'aubaine. Mais enfin, quand même, aujourd'hui, hier, quand on avait le contenu, c'était déjà une des clés importantes de tout business. Aujourd'hui, c'est ce qui fait la diff. C'est ce qui nous reste, le contenu. Et donc, c'est vrai que pour moi, Fort Trainer, c'est la mine d'Alibaba. T'imagines, je suis assis sur toute la connaissance mondiale en sciences du sport, en coaching, que ce soit diététique, prépa mentale. Moi, aujourd'hui, je suis capable de produire un contenu infini, en fait. Ouais, en mettant tout ça en base de connaissances à une IA, ça peut faire un truc Exactement. monstrueux, ouais. Exactement. Donc ça n'a pas de prix, par contre. Tu vois. Donc ça ne rapporte pour pas la d'argent. Formation que tu peux donner. Et c'est ce qui fait qu'on s'est développé aussi vite sur la formation, c'est aussi parce que nous, le contenu, on l'avait. Moi, ne serait-ce que perso, avec mes 11 livres, t'imagines bien que sur un CQP, j'ai largement de quoi pour les 10 prochaines années.
Mais si en plus t'étends ça à tout ce qu'on a aujourd'hui dans le pipe chez Fortrainer, évidemment, on est capable de faire feu sur une. Demain, tu me commandes une formation en nutrition du sport, je te la fais en 2 mois. Et ce sera la meilleure de France. En termes de contenu, bien sûr. Donc ça n'a pas de prix. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis autant d'efforts dans un business si peu rentable. Mais ça ne pouvait pas devenir une quête principale. C'est pas l'objet. Donc, il restait soit créer quelque chose de zéro, et ça, j'avais pas le temps, comme tu le comprends, soit la formation. Et tu sentais qu'il y avait une espèce d'alignement de planète, si tu veux. La formation, c'est une espèce de fusion de tous mes univers et de toutes mes quêtes secondaires. Je vais l'utiliser tout l'épisode, celle-là. De toutes mes quêtes secondaires au service d'un gros projet, parce que d'un seul coup, tout clique, tu vois. Mes réflexes de formateur, mon réseau. Ça avait du sens, du coup, que ça devienne. Mon réseau politique jeunesse et sport, qui est encore extrêmement fort. Mon réseau de formateurs et de jury. Ma notoriété, moi, en tant qu'intervenant. Le réseau international que j'ai, tu vois, qui permet aujourd'hui d'avoir l'ISSA, d'avoir la NSCA, d'avoir les FMS, tout ça. Pourquoi je prends mon téléphone personne ne peut faire ça dans un business qui démarre day one. Ça, c'est dans le package des 2 ou 3 ans où tu dois créer ce réseau, voire 5 ou 10 ans, en fonction des niveaux de qualité de contact. Moi, j'ai tout. Tu vois, j'ai tout ça. Donc, c'était assez évident que la formation devait être la prochaine grosse étape. Ok. Et c'est quoi, là, si on prend dans les peut-être 5 ou 10 prochaines années, est-ce que tu as une projection et une ambition en particulier avec cette formation ? Ouais, pour moi, la France et la francophonie en général méritent, je pense, des parcours de formation d'élite. Vraiment. Et ça n'est pas incompatible avec le raccourcissement chronique des durées de formation initiale, et continue d'ailleurs. Et donc, on a un message à délivrer d'expertise que j'aimerais systémiser, que n'assume plus le ministère, que n'assume plus la plupart des fédérations, que n'assument pas certains organismes qui devraient l'assumer. Je pense notamment à la préparation physique, tu vois, qui n'a toujours pas de carte pro de préparateur physique. Je pense au sport santé, qui, comme je disais, cherche vraiment un chemin, une méthodologie, une vision. Et du coup, ce que j'aimerais accomplir avec ce nouvel outil dont je me suis doté, j'ai l'impression d'avoir un espèce de service de formation ministérielle, privatisé, quoi, avec que des gens dedans que j'ai choisis, qui sont vraiment, vraiment des fines lames. Eh ben, j'aimerais, moi, porter une vision alternative à tout ce qu'on a fait jusqu'alors. Et à la fois conservative, j'ai pas envie de dire disruptive, parce qu'en fait, la disruption passe par un peu de conservatisme dans ce qu'on va proposer. Et on a perdu dans la bataille de la réforme de la formation des fondamentaux qui étaient extrêmement efficaces en France, que j'aimerais réinstaurer. Et en même temps, le conservatisme ne doit pas nous aveugler non plus et nous ancrer dans des modes de formation datés. Et donc, c'est là que mon ADN digital et ma vision un peu plus disruptive va rentrer en ligne de compte. Donc, vraiment, j'aimerais consacrer mes 10 prochaines années à ça, tu vois. S'il y a une perf absolue que j'aimerais atteindre, c'est d'enregistrer un titre de préparateur physique, par exemple. Ok, ouais, super. Ça, j'aimerais bien. On va bientôt terminer, j'ai encore juste 2-3 questions pour toi. Est-ce que tu aurais aimé ou tu aimerais faire de la politique, par exemple devenir ministre des Sports, par exemple ? J'adorerais ça. Ok. Si demain l'opportunité est donnée, j'hésiterai pas une seule seconde. Est-ce que maintenant c'est une quête principale ? Absolument pas. Ouais. Tu vois, ce serait vraiment un effet d'opportunisme parce que l'univers ne me fait pas plus rêver que ça. J'ai absolument pas. J'ai un énorme ego, entendons-nous bien, mais cet ego a été nourri de millions de façons dans ma vie. J'ai pas besoin de ça, tu vois, du tout. Je le ferai parce que on n'a pas le droit de dire non à ça et que j'ai
tellement une grande bouche que j'ai plein d'idées ou de choses à faire. Et puis l'impact, ce serait le pouvoir qu'on peut avoir sur trop bien. industrie. Mais j'aurais pas envie, si tu veux, j'ai pas une quête par contre un besoin de pouvoir à ce point de devenir le chef suprême à plume. Donc non, je mettrai pas d'énergie là-dedans. En revanche, si effectivement demain il y a une opportunité, je n'hésite pas une seconde. Et justement, si demain tu deviens ministre des Sports, ça serait quoi l'action principale, si tu avais une action que tu pouvais faire sur les entreprises dans le sport en France, ça serait quoi? Je serais hyper paradoxal, je pense, parce que faut voir, ça évolue avec le temps. Hein. Mais aujourd'hui, probablement que je ferais beaucoup de mal au sport de haut niveau. Probablement que je prendrais tous les efforts pour les mettre sur une version du sport beaucoup moins compétitive, beaucoup moins axée sur l'opposition. Aujourd'hui, ce qui rythme le développement de la petite enfance en sport, c'est pas le sport santé. Hein. Aujourd'hui, ce qui rythme c'est les Jeux Olympiques. Alors, avec plein de valeurs intéressantes, hein. Plein de choses hyper cool, mais je suis pas persuadé que ce soit vraiment le truc le plus utile qu'on puisse faire avec toutes nos infrastructures, tout notre savoir-faire, parce qu'on a des éducateurs sportifs parmi les mieux formés du monde. Je me dis, est-ce que c'est plus important d'être champion du monde de foot, ou est-ce que c'est plus important d'arriver à ce que toute la population ait une culture à 360 de la pratique sportive, plus proche des pays nordiques, tu vois, où en fait c'est une culture transversale que de bien manger, que de bien dormir, que de bien bouger, que... Ok. Ouais. Et quelle action, tu penses, pourrait être pertinente pour ça? Tu vois, si tu avais la possibilité de mettre en place un truc, ça prendrait quoi? Alors, honnêtement, je vais dire un truc qui est pas adapté, parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui passent par le sport scolaire. Toi, tu m'as proposé d'être ministre des Sports. Il faudrait que je sois ministre de l'Éducation. Voilà. Ouais, si tu as le choix du poste que tu veux. Hein. Du coup, je prendrais peut-être plutôt ministre de l'Éducation nationale. Tu vois. Ouais, je comprends. Parce que, pour moi, une des clés, c'est de s'appuyer sur le PS. Ouais. Et du coup, ça permet de régler le problème, parce que je ne déshabille pas Paul pour habiller Jean. Le milieu associatif, il faut le doter de plus en plus, parce que la performance, ça reste cool quand même. On a envie d'être champion du monde de foot, c'est pas incompatible avec ce que je disais juste avant. Et ça, évidemment, cette culture locale de compétition, tu vois, j'étais encore à Versailles ce week-end grâce à des bénévoles de la Fédé d'aviron qui font un truc incroyable avec une compète. Les gamines reviennent avec des étoiles plein les yeux, c'est trop bien, tu vois. Il faut pas arrêter ça. Ouais, ça donne un drive, ça donne bien sûr, une étoile bien à sûr. poursuivre. Ouais. Et puis moi, si j'avais pas fait de compétition dans ma vie, j'aurais pas appris à perdre, par exemple. Ouais, pareil. J'étais bon à l'école, j'étais bon dans tout ce que j'entreprenais, machin. Au moins, je me suis fait casser la gueule de manière cadrée, systémique, tu vois. Ça m'a vraiment aidé. Donc, je pense que tout ce sport compétitif olympique, c'est vraiment, vraiment important. Le classement des nations, peut-être qu'on peut en revenir un peu, mais par contre, gagner individuellement, avoir des objectifs de médaille, c'est vraiment, vraiment important. Mais du coup, là où ça se joue, je pense, l'éducation au sport, c'est à l'école. Et à l'école, je suis désolé, alors qu'on a des profs de PS remarquables, hyper bien formés, putain, mais on passe à côté du truc, quoi. C'est quoi ces 3 heures hebdomadaires? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Moi, j'ai des souvenirs, on faisait le tour de la cour de récréation en courant, c'était compliqué, quoi. Ouais, alors on en revient un peu, pareil, aux problématiques de programme, de formation continue. Effectivement, un bon cours de PS repose sur un bon prof aujourd'hui. Ça montre que le programme et la mise à jour des compétences serait indigne d'un Starbucks. Mais heureusement pour nous, c'est quand même des gens qui maîtrisent très très bien leur contenu. Donc même quand ça se passe mal, ça avance bien. Il y a des gens qui sont à l'inverse très très riches d'initiatives et heureusement c'est l'immense majorité. Mais ils sont quand même dépendants d'un cadre misérable, 3 heures, de programmes qui ne sont pas forcément toujours bien écrits et très pertinents, et puis surtout d'infrastructures qui font que peut-être que
la course au fond de la cour, il y a peut-être que ça de possible, parce qu'en fait, on est dans un milieu hyper urbain où le gymnase, il est pris sur machin, qu'il n'y a pas de dojo, qu'il n'y a pas de barre d'haltéro, qu'il n'y a pas de piste d'athlée. Donc à la fin, les mecs, ils font bien ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et donc, effectivement, inverser la tendance dès la petite école sur la pratique physique multisport, peut-être même pas sportive d'ailleurs, peut-être que, tu vois, remettre de la gymnastique polyvalente, de la gymnastique douce, de la respiration, tu vois, des cours d'étirement. Je sais pas quelle forme ça doit prendre, tu vois, parce que souvent on me dit oui, mais tous les enfants n'ont pas envie de faire du hand. Ah oui, déjà tous les enfants n'ont pas envie de faire des maths, donc on peut en discuter, mais effectivement, le hand ne correspond peut-être pas à tous les enfants, et il y a peut-être des gamins qui seraient hyper sportifs et qui sont juste inadaptés au hand parce que la discipline est faite pour un certain type de profil physique et mental, ok. Mais si d'un seul coup tu as EPS tous les jours, peut-être qu'à un moment donné, tu vois, le mardi, c'est peut-être même pas EPS le mardi, tu vois. Le mardi, c'est respiration. Le mercredi, c'est étirement. Le jeudi, c'est sport collectif. Ok, de temps en temps, il y a du sport. Mais de temps en temps. Moi, j'avais ça. J'étais dans un collège ou en classe orientation sportive et on avait EPS tous les jours. Et l'obligation d'être inscrit dans un club, on était noté aussi là-dessus. Mais en fait, tu faisais du sport tous les jours, non ? Tous les jours, ouais. Mais c'était du sport. Ouais. Au sens quasi fédéral du terme. Ouais. Et le vendredi, c'était tout l'après-midi sport nature. Et les classes sport étaient tout le temps ceux qui avaient les meilleurs résultats scolaires de tout le collège. Toute année confondue, tout le temps. Intéressant. Petit constat, on peut être fort en sport et bon à l'école. D'ailleurs, honnêtement, c'est le cas. Et en faisant du sport en club national, plusieurs souvent, fois par semaine aussi, tu vois. On dit oui, mais sport en club, ça empêche de faire les devoirs, etc. Et ça marchait bien. Et moi, j'ai adoré cette scolarité, en tout cas, pouvoir faire du sport tous les jours. Voilà. Alors, c'est facile à dire s'il y a un podcast. On va me rétorquer que, oui, ok, bon, il y a une masse salariale à gérer de l'éducation nationale, très bien, ok. Il y a plein d'autres objectifs. Les maths, c'est important, le français, c'est important, l'histoire, c'est important, l'éducation civique, c'est important, la techno, c'est important, la musique, c'est important, tout est important, bien sûr. Mais enfin, quand même, on n'habite qu'un seul corps. Et puis, peut-être qu'il y a des temps. On n'est peut-être pas obligé de faire du sport tous les jours, toute la scolarité. Une fois qu'on a bien éduqué les gens, être autonome là-dessus, et avoir ces réflexes de brossage de dents, on y revient, peut-être qu'au lycée, par exemple, il n'y a plus besoin de sport. Peut-être, j'en sais rien, moi. Si ça y est, on les a bien éduqués, et que de toute façon, ils font du pilate par eux-mêmes, des sports de combat par eux-mêmes, et puis là, le tissu associatif prend le relais, etc. Mais peut-être qu'effectivement, à l'école primaire, on en a du temps à reprendre. Tu vois, je suis assez stupéfait du temps qu'a passé ma fille à faire des colombins en argile sur sa 3e section de maternelle. Je me dis que peut-être, on aurait pu faire un peu moins de colombins d'argile, même si c'est important aussi. Et peut-être un peu plus de sport. Et là, il faut armer les enseignants, par contre, parce que clairement, on les fout à poil devant un programme qui sont incapables d'animer, parce que, sauf s'ils ont fait STAPS avant, mais sinon, évidemment que ils ne peuvent pas tout faire non plus. Donc, quelle importance on met là-dessus ? Pour moi, elle est maximale. Ok. En tout cas, merci pour ces discussions et tout ce partage. Je crois que tu as des actualités actuellement sur ton prochain livre, L'Art du Mouvement. Est-ce que tu peux en dire plus rapidement ? L'Art du Mouvement, qui est sans doute notre masterpiece avec Stéphane Gano, mon compère illustrateur, et qui ressort dans une nouvelle édition, une version luxe et augmentée. On va être sur un coffee table book, un must-have pour toute personne intéressée par la mobilité, le mouvement, les troubles musculo-squelettiques, le sport santé en général. Et donc ce bouquin-là arrive en réédition dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est vraiment ma grosse actu. Et puis mon actualité de formation, qui, vous l'avez compris, est débordante. Mais j'en parle très régulièrement aussi dans mes 2 podcasts. Là, tu vois de plus en plus de villes dans lesquelles on pourrait faire les formations CQP, c'est ça ? Ouais, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'être au plus proche possible des territoires, parce qu'on se rend compte que les réalités de coach et de public en France sont très très variés. Donc ça aussi, je voulais sortir de ce réflexe jacobin français, tout le monde vient à Paris parce qu'on sait tout mieux que tout le monde.
Là, l'idée, c'était vraiment d'amener la compétence dans les territoires, y compris dans les territoires ultramarins, d'ailleurs. On a ouvert avec succès la Réunion il y a 1 mois et demi. J'y serai dans 10 jours, d'ailleurs, pour l'heure où on enregistre cet épisode. Et on va habiliter la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Donc, on va être partout dans les territoires d'outre-mer. Ok. Bon, je te souhaite une belle quête principale, en tout cas. Merci. Merci c'est sympa. Aurélien. Et puis à la prochaine. Allez, à bientôt.